C'est la dernière ligne droite. Vous n'avez plus que quelques heures pour décider de vous associer à TV Liberté pour que notre aventure ensemble continue. Alors je sais bien que certains d'entre vous sont là, agacés parfois par nos demandes. Pourtant, elles sont les seules garantes de notre indépendance. Vous le savez, sur TV Liberté, vos programmes ne sont pas interrompus par des publicités pour vous pousser à consommer. Derrière mon épaule, pour préparer nos émissions, aucun milliardaire pour souffler mes propos, aucun parti politique pour dicter notre ligne éditoriale. Seulement nous et vous. Grâce à vos dons, TV Liberté peut se targuer d'une indépendance totale. Ce modèle, c'est aussi celui qui offre la possibilité aux plus fragiles d'entre nous d'accéder à une information de qualité et à des décryptages étayés gratuitement. Car nous pensons que chacun doit être responsable et savoir s'il peut contribuer un peu, beaucoup ou passionnément à notre entreprise d'utilité publique. Ce combat n'existera demain que si vous agissez aujourd'hui. Il reste maintenant peu de temps, jusqu'au 31 décembre minuit, pour faire un don et contribuer à la fabrique d'une information libre, crédible et vérifiée. Vous seul pouvez nous aider à continuer notre travail, alors je compte sur vous. Chers téléspectateurs, bonjour. Pour notre Zoom du jour, nous allons démarrer la journée dans la bonne humeur en parlant de notre exaspération, et on va pas dire de notre haine pour les hyènes. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par les hyènes ? C'est d'abord le titre d'un livre de Bruno Lafourcade, Les hyènes, aux éditions La Mouette de Minerve. Bruno Lafourcade, bonjour. Bonjour. Alors, Bruno Lafourcade, faut-il vous présenter ? Vous êtes un habitué de TV Liberté, vous êtes romancier, vous êtes essayiste, vous êtes aussi chroniqueur à la revue Éléments. Et aujourd'hui, nous vous présentez ce petit ouvrage, Les hyènes, où... Alors, hyène, attention, il faut les plaire, bien sûr, c'est H-Y-A-I-N-E. Vous faites une synthèse de la hyène, l'animal, et de ce sentiment qu'est la haine. Mais alors, la première question qui se pose, c'est qui sont ces hyènes pour lesquelles vous avez tant de haine? C'est très bonne question. La hyène dont il est question dans un des chapitres du livre, c'est moi précisément. Comme ça, je ne me mêle pas je me mêle à l'ensemble des portraits qui sont faits, puisque c'est un livre qui est un portrait des différentes espèces hybrides qui forment notre société. La hyène, c'est la hyène, l'animal et la haine. Il y en a un certain nombre. Le rhinocéros, c'est le rhinocéros et le rat. Enfin, toute une série de personnages qui sont nés avec notre monde, je trouve, et qui sont hybrides. Comme beaucoup de choses aujourd'hui sont marquées par l'hybridité. En fait, votre livre est une sorte de satire de la société contemporaine, oui. avec aussi un peu d'autodérision. Oui, tout de même. De nous à TV Liberté, aussi, on peut tous se sentir visés par ce livre qui contient, donc, comme vous l'avez dit, à chaque chapitre, un hybride. On a l'égo et l'autiste qui forment l'égotiste, le rhinocéros et le rat, vous l'avez dit, qui forment le rhinocérat. En fait, pourquoi avoir choisi ces hybrides pour redresser cette satire ? Parce qu'en fait, on est une société pleine de contradictions. Finalement. Oui, aussi, mais l'hybridité me semble un phénomène d'aujourd'hui. À ce point caricatural, en tout cas, je trouve que c'est plutôt d'aujourd'hui, parce que l'hybridité, c'est aussi bien pour les plantes que les voitures. Maintenant, il y a des voitures hybrides. On réunit deux éléments qui, a priori, n'ont presque rien à voir, et ça forme une troisième espèce qui est très étrange, qui est une forme de monstruosité d'une certaine façon. C'est pour ça que j'ai utilisé la chronique comme genre littéraire, mais aussi la fiction, puisqu'il y a des nouvelles, il y a des contes, il y en a 44 qui forment un ensemble, oui, un portrait brossé de l'époque. Alors il y a des personnages un peu récurrents, voilà. Il y a notamment, c'est très important, c'est l'englobé, c'est le chapitre, et c'est un passage qui revient un petit peu au fur et à mesure. Oui, l'englobé, c'est avec un A, c'est celui qui s'amuse à parler anglais, mais ce n'est ni de l'anglais ni du français, c'est du globish, c'est du parler managérial, et je mets en scène l'englobé dans une nouvelle sur c'est la première, je crois. C'est exact, c'est la première, vous ouvrez avec ce personnage qui sera récurrent tout au long du livre. Alors vous commencez par « T'es free pour ton onboarding, non, check tes mails, je t'ai forward le brainstorm ». Voilà, c'est le langage. Ce sont des gens qui parlent comme ça, parce que ça donne à la fois
pas l'idée du statut, de son statut. Généralement, il travaille on ne sait pas trop quel poste il occupe dans les sociétés. Il est toujours avec son oreillette en train de baragouiner de l'anglais. Et c'est toujours un peu ridicule, quoi. C'est souvent d'ailleurs dans un très mauvais anglais, soit dit en passant. Donc c'est à la fois un mauvais anglais et un mauvais français. Et un mauvais français. Ça fait un très bon hybride là. Voilà, c'est un hybride parfait, ouais, de notre époque. Alors, vous évoquez aussi la condition féminine au XXIe siècle. Alors là, on a toute une galerie de passages. On a les sexpertes, on a les cultueuses, on a la bovarienne. Alors, la bovarienne, par exemple, pour prendre un exemple, c'est Madame Bovary et la hyène encore. C'est-à-dire, tous ces commentateurs, il se trouve qu'il y a des commentatrices aussi, mais c'est pas réservé à un sexe particulier, et qui commentent les sites, sur les sites littéraires, des gens qui s'appellent, par exemple, Marcel Proust ou Flaubert, et qui émettent des avis catégoriques alors qu'elles n'ont aucune compétence en la matière. Leur français est bourré de fautes d'orthographe, mais ça ne les empêche pas d'exprimer une opinion sur des génies qui nous ont précédés. Remarquez ça, c'est un phénomène que Molière écrivait déjà au XVIIe siècle dans les femmes savantes. Mais alors là, c'est devenu tellement global, tellement mondial, qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui leur passe par la tête. Il y a une perte de la modestie, de l'humilité à l'égard des génies des siècles passés qui est renversante aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, justement, je reviens sur le chapitre Les cultueuses. Vous notez en préface d'un de ces chapitres, dans Libraire, il y a libre. Et Brère, ajoute l'auteur. Oui. D'ailleurs, c'est un sujet que vous avez déjà évoqué dans vos précédents ouvrages, cette déconstruction aujourd'hui de la littérature ou des auteurs de... J'essaie de trouver un mot pas trop péjoratif, roman de guerre, ça peut être un très bon roman de guerre des fois, mais des auteurs de petits romans sont érigés en génie. Oui, généralement, les romans sentimentaux, il y a toute une catégorie de romans dits de la romance qui est souvent stéréotypé, si vous voulez. Bon, c'est pas le pire le pire, c'est que ce n'est pas le pire dans la littérature d'aujourd'hui, je trouve. Parce que la littérature populaire a ses lettres de noblesse aussi. Alexandre Dumas était un auteur populaire, et à la rigueur, même Balzac était un auteur populaire. En un sens, oui. Je prolonge un peu cette question. Vous écrivez un spécimen intéressant, c'est le géniard. Ah, le géniard. Alors attention, bien sûr, je précise pour nos téléspectateurs, alors il faut l'appeler G-E-N-I-A-R-T, c'est synthèse de génie et art, mais aussi du verbe geindre en fait. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire celui qui est, c'est le jeune génie qui ne peut pas. À qui on a fait croire qu'il avait du talent dans un domaine artistique et qui, à la moindre contrariété, devient fou de... Et puis surtout, en fait, c'est le phénomène qu'on voit à l'école. Vous avez le gamin qui a des mauvaises notes. Non, mais en fait, pas de remise en question. Surtout pas de remise en question. C'est parce que c'est le système qui n'est pas adapté à lui, parce qu'il est trop intelligent. C'est ça. Il est en avance sur le système décimal. Il ne sait pas compter, mais c'est parce que les autres sont en retard, en fait. Mais en fait, là aussi, il y a un très grand paradoxe. On montre bien cette hybridité que vous décrivez. On veut à tout prix être dans le moule, montrer comme les autres, suivre la mode par exemple, mais d'un autre côté, dès qu'on a l'occasion de se distinguer en disant je suis un génie, je suis au-dessus des autres, on manque pas l'occasion, et c'est un peu le cas du génieur. C'est ça. Je suis un mauvais élève. En fait, c'est que je suis au-dessus des autres. En même temps, je suis au-dessus des autres, mais j'ai envie d'avoir les mêmes vêtements. Je mets dans la tête d'un collégien, bien sûr. J'ai envie d'avoir les mêmes vêtements que les autres, la même musique que les autres. C'est exactement le paradoxe suprême de la jeunesse. Ça a toujours été un peu le cas. Mais là, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment forcé. C'est vraiment... je ne trouve pas le terme, mais enfin, c'est une caricature vraiment très, très, très pointue. Mais ce qui induit un véritable phénomène de société, parce que quand on voit ces jeunes élèves que les parents assimilent à des génies, à des HPI, au potentiel intellectuel. Parce que les parents sont évidemment les premiers fautifs, bien sûr. Et le problème, c'est qu'il y a vraiment des élèves qui peuvent être justement de véritables HP et qui auraient besoin, eux, d'un bon suivi. Mais du coup, ils sont noyés dans la masse des faux, des géniards, justement. C'est ça, oui. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Alors, on a aussi la catégorie du... alors là aussi, c'est ce que vous avez dit, mais je trouve qu'il y a une très bonne catégorie, je trouvais, c'est le philosophe. Le philosophe, c'est... Donc, philou et philosophe, c'est l'imposteur de la philosophie, et sous forme de développement personnel, ça prend les traits du développement personnel, mais...
d'autres disciplines dans ce même genre-là, oui. Et là, notamment, je me souviens d'avoir parlé d'un philosophe qui s'appelle Vincent Cespedes. Les spectateurs comprendront de qui je veux parler. Alors, en fait, dans ce livre, vous avez une satire de la société contemporaine, de ceux qui sont un peu dans un moule sans s'en rendre compte, mais vous tournez un peu aussi en dérision ceux qui ont conscience qu'on est un peu dans un monde plein de contradictions et qui semblent se prendre eux-mêmes pour des rebelles. C'est la fameuse catégorie du Lancelot du like. Lancelot du like, c'est le patriote des réseaux sociaux, celui qui vous donne des leçons de patriotisme, oui, alors que il met en photo de profil, d'abord il n'a pas son nom complet, ou il a un pseudonyme, il se grime avec un haut de forme et un casque et une épée, il donne des leçons de patriotisme. Voilà, par exemple, je vais relire un petit passage pour un téléspectateur. Puis Lancelot s'attaqua à d'autres postes d'Arthur, et plus ils étaient insignifiants, une fête d'anniversaire, un dîner-restaurant, une affiche de film, plus la pluie des insultes sur les réseaux sociaux, donc, tombait de rue. Chaque fois, Lancelot reprochait à Arthur de s'amuser pendant que le pays s'effondrait. Ce Lancelot, que l'ingénieur ne connaissait pas, avait pour avatar un croisé virtuel en côte de maille, avec son bouclier, son aume et son épée. En quelques clics, Arendt obtient toutes les occurrences de ce chevalier, ses likes, ses commentaires avec les statistiques afférentes. Oui, c'est vraiment le Lancelot d'opérette. Alors c'est plus le Lancelot d'opérette, maintenant c'est le Lancelot de Facebook. Oui, c'est ça, de réseaux sociaux. Oui. Non, on va pouvoir trouver de nouvelles expressions, parce que l'opérette, plus personne n'y va à l'opéra. Vous avez raison, oui. Il faut adapter à l'époque, oui. Voilà, maintenant, c'est plus on va plus déclamer comme une tragédie. Maintenant, on va dire ni une photo, ni un emoji, pas même un vieux POC. C'est ça. Voilà. Pour conclure votre chapitre. Même POC, c'est dépassé aujourd'hui. Mais en fait, cette société hybride, comment expliquer en fait il y a des aspirations très contradictoires en fait. Ça s'appuie sur une sorte d'ambition de renouvellement, j'imagine, et l'hybridité s'appuyant sur le passé, cherchant dans l'avenir une solution à son destin, ça forme une sorte d'entité monstrueuse en quelque sorte. C'est vrai pour les animaux, pour les plantes, pour les voitures, je le disais, mais c'est vrai aussi pour les êtres humains. Nous sommes tous un peu hybrides, j'ai l'impression. Alors ça, on peut effectivement, c'est aussi sur la catégorie du Lancelot du like, on peut faire un peu d'autodérision, parce que nous tous, peut-être pas vous, mais moi-même, ça peut m'arriver de parler avec des anglicismes, de dire hello au lieu de dire alors bonjour. Évidemment, on fait tout ça et on est tous un peu hybrides d'une certaine façon, mais c'est lorsque ça devient, c'est guidé par l'esprit de système que c'est ridicule. Ceux qui gouvernent tous ces gens, c'est quand même tout de même leur ridicule, et qui s'ignorent évidemment. Sinon, évidemment, on est tous un peu, on baragouine un peu d'anglais, on est tous un peu hybrides aussi. Mais là, c'est un système de pensée plutôt. Mais un système de pensée alors, à laquelle on adhère sans vraiment y réfléchir. Non, oui, voilà, c'est ça, sans y réfléchir. Oui. C'est l'époque qui décide pour nous. Mais est-ce que vous pensez que ce phénomène un peu est lié à une déconstruction de l'école, notamment, de l'autorité, même dans tous les cadres ? Tout revient à peu près aux mêmes raisons. Il y a ajouté à ces raisons-là le fait que la transmission ne se fait pas de parents à enfants. On donne aux enfants l'image qu'ils sont des surhommes, et les parents ne sont plus là pour leur dire simplement leurs faits. Ensuite, je n'en fais pas, ce phénomène, il est récent et peut-être qu'il s'éteindra très vite, je ne sais pas. Là, il se trouve que je le trouve caricatural. L'hybridité est caricaturale, mais ça ne veut pas dire que c'est éternel. Oui, on ne sait pas quelle perspective d'avenir on peut avoir. Oui, surtout, qui va faire la relève, surtout. Qui va faire la relève quand ces jeunes gens quand il s'agit de jeunes gens, quand ils auront eux-mêmes des enfants, je ne sais pas ce que ça donnera. J'ai vu une jeune fille il n'y a pas longtemps, assise sur un banc, elle portait des oreilles pointues d'elfe qu'elle s'était faite, et elle ne le fait pas par seconderie, elle ne le faisait pas parce qu'elle assistait à un bal masqué, elle les portait parce que elle avait envie d'être une elfe, donc
Qu'est-ce que je vous dis, Après- moi, ça me paraît aberrant, mais... C'est vrai que vos fameux Lancelot du like, ils peuvent faire sourire, hein, quand on voit comment vous le décrivez, mais il atteste déjà d'une bonne volonté, hein, ce Lancelot du like. Si déjà tous les jeunes internautes deviennent des Lancelots du like, ça fait déjà un premier pas. Je préférerais qu'il donne son vrai nom et qu'il lutte pour ses idées avec un courage qui ne soit pas seulement virtuel. Alors peut-être que c'est déjà pas mal d'être courageux virtuellement, mais comme vous le voyez dans la nouvelle Lancelot du like, il n'est pas très courageux. Les lecteurs comprendront. Après, il y a déjà un premier pas qui peut après être suivi. Peut-être. D'autres pas. Après, voilà, vous dites en conclusion, les réseaux, enfin je dis la conclusion parce que c'est dans les derniers chapitres, mais un chapitre qui est assez long sur les réseaux. Alors là aussi, il faut appeler un réseau, c'est R, accent aigu, Z-O. Comme un zoo, c'est-à-dire que nos réseaux sociaux en fait sont devenus des zoos. Bien sûr. Ça peut d'ailleurs les réseaux au sens large d'ailleurs, au passage. Oui, ce sont tous les réseaux qui sont qui sont des zoos à ciel ouvert, oui, pour ne pas dire des asiles parfois. Donc j'ai quelques catégories dans les réseaux qui sont de notre époque aussi, où tous les sentiments semblent exacerbés. Les commentaires sur les réseaux sont faits par des gens qui vous insultent dès qu'ils ne sont pas d'accord. On se demande pourquoi. Voilà. Et alors évidemment, il n'y a plus vraiment de joute verbale comme vous pouvez le voir. Non, c'est très vite l'insulte. Les grands écrivains, par exemple, même récemment, Sartre et Camus s'invectivaient. Aujourd'hui, on a des insultes avec de mauvaises orthographes sur oui. Facebook ou sur... oui, ça rend un peu dérisoire la bataille des idées, comme on dit. Même si, au passage, vous avez sur Twitter, enfin plutôt sur X, comme ça s'appelle maintenant, le contenu peut être bon, hein, de certaines... Et même peu importe que le contenu soit bon, dans la mesure où la façon dont c'est exprimé est souvent ridicule. Ce qu'on a à dire dépend tout de même de la forme que cela prend. Après, le problème, c'est qu'on est aussi obligé parfois de s'y adapter quand on sait que ça a de l'audience. Oui. Mais après, tout de suite, vous avez une personne qui va en dérouler son fil X avec de nombreux paragraphes qui peuvent être bien construits, aussi construits que s'il l'avait fait sur le Figaro au 19e siècle. J'ai le Figaro au 19e siècle, j'ai pas le Figaro aujourd'hui. Et après, vous avez toute une série de commentaires qui vont être tous plus atterrants absurdes, les uns que les autres. Oui. On dit aussi que certains réseaux ne sont pas faits pour des textes très longs. C'est fort possible, parce que tout va très vite, on les lit en diagonale. Le texte, mais c'est vrai aussi pour les textes de 10-20 lignes. Certains sont bien écrits, d'autres sont des catastrophes, et les commentaires sont pires, hein, souvent. Mais c'est vrai aussi pour les articles de la presse en ligne, hein, c'est pareil. Quand je parle des réseaux, c'est les réseaux au sens très large. Bah oui, c'est ça. C'est en fait plus Internet se développe, plus on a besoin d'être court et percutant et de tout miser sur la forme et beaucoup moins sur le fond. Oui, peut-être, oui. Enfin, en tout cas, votre livre, il est d'ailleurs assez court sur la forme, mais sur le fond, il est plein de réflexions denses, sur un ton toujours très humoristique. Je n'ai pas voulu un livre qui soit lourd et assommant, mais ça donne une variété de tons, même si l'ironie et la satire sont omniprésentes. J'ai voulu des textes courts, des chroniques et des nouvelles qui donnent une image non pas terrifiante de notre situation, mais plus risible. Voilà. Et encore une fois, je me suis mis dedans, donc qu'on ne m'accuse pas de n'attaquer que les autres. Quel personnage précisément vous La Hyène. Dans La Hyène, c'est mon portrait. Alors on ne me reconnaît pas forcément parce que je ne dis pas nommément que c'est moi, mais il s'agit de moi. Voilà. La Hyène. Et en tout cas celui qui croit être vraiment très mordant et qui ne l'est pas. Voilà. Bon. C'est un peu ridicule. Comme c'est mon cas, comme tout le monde, on a tous nos ridicules. Rassurez-vous, votre livre en tout cas ne l'est pas. Il offre de façon très, très drôle un bon portrait de notre société du XXIe siècle. Merci. Écoutez, merci Bruno Lafourcade pour ce livre. Chers téléspectateurs, je vous rappelle donc Les Hyènes de Bruno Lafourcade aux éditions de la Mouette de Minerve. Vous pouvez trouver ce livre sur la boutique en ligne. Très bonne journée à vous et à bientôt.